Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Horror Arkham, le jeu de cartes Evoluteam, un nouvel épisode donc sur la conspiration d'Innsmouth, la 6e campagne. Alors je les fais pas forcément dans l'ordre, mais c'est la dernière campagne que j'ai faite à plusieurs reprises, donc j'ai joué 3 fois en tout. Donc, je voulais vous donner un petit peu un retour sur cette campagne que peut-être vous auriez envie d'acquérir ou peut-être que vous avez déjà essayé une fois ou deux et vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. Donc, partager avec vous. Et donc, avant ça, je vais faire une petite partie d'autopromotion. Bien évidemment, je conseille à tous ceux qui visionnent cette vidéo de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, d'utiliser les liens si vous avez des achats à faire. Dans le cas où vous iriez sur ces boutiques, n'hésitez pas à utiliser les liens. Ça peut faire une petite piécette à la chaîne et ça fait toujours plaisir plus que le montant en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est plus l'idée d'une petite récompense qui fait toujours plaisir, même si fondamentalement c'est pas grand chose. Voilà. La parenthèse est refermée. Donc je poursuis sur Innsmouth. Donc la 6e campagne. Donc c'est une campagne qui commence à s'installer. Alors on est déjà maintenant où je fais la vidéo à 8 campagnes établies, 9e en prévision. Cette campagne, vous savez bien, vous pouvez pas forcément les faire dans l'ordre. Après, il est souvent recommandé de les faire dans l'ordre, ne serait-ce qu'à cause de la difficulté qui est de plus en plus croissante. Même si finalement, d'une certaine manière, je pense que la difficulté diminue, mais c'est peut-être dû en fait à une meilleure appréhension du jeu, une meilleure connaissance du jeu, qui fait que finalement les campagnes paraissent de plus en plus faciles. Je sais que mes premières Dunwich, première civilisation oubliée, mais ça étaient très très difficiles. Voilà. Donc sur la conspiration d'Innsmouth, qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors déjà, on va avoir 5 investigateurs. Un gros tas de cartes que vous voyez là, qui sont des cartes supplémentaires. Donc, moi, je vais pas forcément reviewer les nouvelles cartes. Il y en a trop. Et pour être très honnête, toutes ces cartes-là, je les ai pas encore digérées. Quand je dis digérer, ça veut dire qu'en fait, il y a tellement de possibilités de création, de possibilités de campagne que forcément, j'ai pas en fait l'habitude ou j'arrive pas encore à appréhender tout le champ des possibles qu'on peut avoir avec tous ces investigateurs et tout ça. Voilà, une campagne de jeu à 2, c'est 15 à 20 heures, en solo c'est une dizaine d'heures, donc c'est très difficile de pouvoir jouer tous les investigateurs dans des configurations qui sont possibles. Donc pour l'instant je les ai mis de côté, j'en ai utilisé quelques-unes dans les dernières parties. Aussi mon partenaire de jeu en a utilisé un peu plus. Maintenant, c'est vrai que si vous n'utilisez pas Arkham, l'application, c'est compliqué maintenant quand vous avez des grosses collections comme moi pour faire des constructions, ou ça vous prend un temps fou. Voilà. Alors sur la conspiration d'Innsmouth, je vais revenir déjà sur outre les investigateurs, sur aussi la partie nouveauté. Alors il y a une partie spoil et non spoil. Donc là je vais commencer par les investigateurs, vous les présenter. Alors sur ceux que j'ai joué, j'en ai joué quasiment aucun, et par contre j'ai joué en partenariat avec Dexter Drake. J'ai envisagé quand même de jouer pas mal avec Trish Scarborough, qui est une truand et donc qui est assez bien pour jouer en solo. Finalement, je le mettrai peut-être en fin de vidéo. J'ai joué plutôt avec Wendy, c'est un peu une des mascottes de la chaîne, mais parce qu'elle vient de la boîte de base, et donc je vous donnerai peut-être le retour aussi en fin de vidéo sur comment elle s'est comportée sur sa campagne, donc sur la partie spoil. Sur les 5 investigateurs, je vais aller très vite parce que vite, tout court, pas très vite. Voilà. Donc Dexter Drake, qui est peut-être celui que j'ai plus vu en campagne. Donc tout de suite, quand on le voit, on regarde ses caractéristiques, on voit qu'il a un 5 de volonté, donc ce qui est assez intéressant pour un mystique, parce que tous les sorts sont liés. Donc les sorts, c'est ce qu'il va faire. Donc tout de suite, on voit que c'est pas mal. Je sais qu'il était fort. D'ailleurs, je crois que je l'ai joué finalement une fois. Sa force aussi de 3, qui est aussi assez importante. Donc ça, c'est un atout, parce que des fois, vous êtes dans des situations, surtout en début de jeu, où vous n'avez pas sorti vos sorts de combat, où il y a des tests à faire. Donc c'est pas mal. Le 2 d'investigation, c'est plus embêtant, parce que pour faire de la recherche, il vous faudra automatiquement des sorts.
peut-être éventuellement une lampe torche, mais voilà, ça va être compliqué de faire des recherches. Le 2 d'esquive, bon bah voilà, s'il y a des tests, vous les perdrez. S'il faut échapper aux monstres, bah faudra les battre parce que vous pourrez pas vous en échapper. Voilà. Sinon sur ses capacités, donc lui sa capacité c'est de pouvoir défausser un soutien que vous contrôlez, et dans ce cas-là on joue depuis sa main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût. Donc ça c'est un instantané, c'est une action rapide. Donc l'avantage c'est que bah, les sorts que vous contrôlez, que vous avez plus l'utilité, ou ceux qui sont à charge, bah, vous allez pouvoir vous en débarrasser, les remplacer assez rapidement. Donc il va pouvoir faire tourner sa main assez bien. Sur son signe des anciens, donc déjà c'est un +2, donc faut le noter. Mais en plus, bah, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu. Donc typiquement les sorts. Et ensuite de piocher une carte. Donc ça fait vraiment le café comme signe des anciens. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Après 6-8, bah voilà, c'est assez standard, hein, assez faible en physique et avec une bonne santé mentale. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Sinon sur ses combos, sur comment il s'équipe, donc typiquement, évidemment, mystique de 0 à 5, des cartons de 0 à 5 comme tout le monde, et surtout il va être biclassé avec du truand. Et je peux dire que cette biclasse est vraiment pas mal. Il y a pas mal de bonnes cartes en complément de Dexter, y compris niveau A2, de 0 à 2. Donc moi je trouve que ça donne une combinaison assez intéressante à construire. Je vais pas revenir forcément sur les faibles forces, enfin les cartes signatures, histoire de faire une vidéo qui soit pas trop longue, mais voilà. C'est un personnage assez intéressant, comme tous les mystiques qui ont 5 de volonté, ça donne envie. En plus, voilà, truand, c'est assez intéressant. Ensuite, on va passer sur Trish Scarborough. Alors, tout de suite, comme ça, c'est a priori une investigatrice qui remplacerait, paraît-il, avantageusement Flynn Edwards. Donc moi je l'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Je suis très attaché à Flynn Edwards parce qu'en solo c'est vraiment un aventurier qui est très excitant à jouer, et même en duo il sait un peu tout faire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a avec Trish Scarborough? Un 2 en volonté, ça c'est typique des truands. Un 4 en investigation, donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'elle va pouvoir enquêter. Un 2 en force, donc ça veut dire qu'elle va pas beaucoup se battre. Et un 4 en agilité. Donc là, vu comme ça, on va dire elle échappe aux monstres et elle enquête. Donc plutôt pas mal, c'est une espionne, donc plutôt agile, tout en finesse. Donc sur ses capacités, alors après que vous ayez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Donc le but, ça va être de gagner des indices sans trop se faire taper. Heureusement, il y a quelques cartes qui vont pouvoir vous permettre d'enquêter sans vous faire taper, donc les attaques d'opportunité. Et donc, il va falloir builder un petit peu avec ça. Donc, certaines cartes sont déjà dans le paquet des nouvelles cartes qui sont introduites. Après, voilà, il faudra trouver d'autres solutions. Et il y en a, quand vous jouez en duo, évidemment, c'est forcément plus facile puisque vous allez pouvoir utiliser facilement cette capacité. Voilà, donc un potentiel de trouver très rapidement beaucoup d'indices. Donc, que ce soit en solo ou à deux, c'est très intéressant. Aspirateur indice, on aime bien. Ensuite, sur le signe des anciens, c'est un +2 là encore. Moi, je trouve que les +2, c'est quand même assez intéressant. Bon, on n'en tire pas souvent des signes des anciens, mais voilà, d'avoir la possibilité parfois de s'échapper miraculeusement, ça peut être toujours intéressant. Alors, s'il s'agit d'une enquête, vous avez le droit de choisir n'importe quel lieu révélé et vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans ce lieu à la place. Donc, voilà, en mono, en solo, ça va pas beaucoup servir, mais si vous êtes à 2, 3 ou même 4, forcément, il y aura plus d'endroits révélés. S'il y a plus d'endroits révélés, peut-être vous mettre dans un endroit où c'est très difficile d'enquêter et vous approprier l'indice. Donc, assez intéressant. 8 en physique, 6 en santé mentale, donc elle est plutôt portée sur le physique. Le truc, c'est qu'avec 2 de volonté, elle risque de se prendre quand même pas mal de points de folie, donc voilà, va falloir surveiller sa santé mentale. Alors sur la construction, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, elle nous apporte truand 0 à 5, note 0 à 5, évidemment, mais elle est biclassée, on va dire chercheur. Donc on retrouve un petit peu les personnages de la boîte de base. Donc chercheur, donc là encore une construction très intéressante, très dédiée à l'enquête. Donc, il va falloir qu'elle utilise au maximum ses cartes de truand pour échapper surtout, et parfois donner quand même quelques coups de dégâts, parce que ça, il va falloir.
Il y a des solutions hein, pour avoir joué Wendy dans cette campagne. Il y a pas mal de solutions pour faire des dégâts avec la Dex notamment, ou avec une force très réduite. Voilà. Donc une investigatrice très intéressante en solo a priori. Ensuite, Amanda Sharp. Alors je crois que j'ai peut-être joué en partenariat avec elle. Donc elle a évidemment des lignes de caractéristiques qui sont très faibles à 2-2-2-2-2, donc forcément ça va être dans ses atouts qu'il va falloir trouver les solutions. Donc forcer au début du tour d'investigation, piocher une carte, défausser la carte située sous Amanda. Donc Amanda va mettre les cartes, une carte à chaque fois en dessous sa carte investigateur, et choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp. Pareil, c'est forcé. Au début d'un test de compétences que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible. Donc sa capacité, schématiquement, c'est qu'en fait chaque tour, elle aura une carte sous sa classe investigateur et elle aura la possibilité d'utiliser cette carte en dessous pour l'aider sur des tests de compétences. Donc dans sa construction, forcément, on devine qu'il va falloir mettre beaucoup de cartes compétences ou des cartes qui rapportent beaucoup de bonus sur les tests de compétences, et pour la faire remonter à 4, 5, 6 sur ces tests de compétences, sinon tout va être très compliqué. Voilà, ou sinon il va falloir jouer avec des cartes qui ne demandent pas de test, et il y en a quelques-unes, notamment pour trouver des indices, pour échapper. Alors on va voir plus tard sa biclasse. Alors sur son signe des anciens, bon là on retombe à plus 0, donc ou à 0 tout court. Pour ce test, vous avez le droit de doubler le nombre d'icônes de compétences de la carte située sous Amanda Sharp. Alors, donc ça c'est pas mal. Donc ça effectivement, au lieu de passer à 2, on passe à 4. Donc bon, ça peut, comme on l'anticipe pas forcément à mon avis, ça peut être compliqué, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Je trouve pas ça si fou que ça, sauf si on cherche évidemment des capacités, ou si on fait des super tests, on a des bonus. Donc ça peut être intéressant. Ces caractéristiques de force physique et de santé mentale sont bien équilibrées avec 7-7. Donc voilà. Alors, l'étudiante, en quoi elle va être biclassée, ça va être intéressant. Donc, elle est chercheuse et carte compétences entraînée. Alors, je les connais pas là comme ça la volée, vu que je fais un peu la découverte des personnages avec vous. Entraînée 0 à 3. Bon, va falloir garder le pool, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait forcément beaucoup. Donc, une construction peut-être un peu restreinte. Maintenant, vu qu'elle rentre pas mal de cartes dans son paquet de compétences, je pense qu'il va y avoir beaucoup de crans, de perception peut-être, de choses comme ça qui vont lui aider à piocher des cartes, à avoir plus de cartes, voilà. Bon, ça m'inspire pas plus que ça dit comme ça, donc je pense qu'elle a une construction peut-être un peu technique avec beaucoup de cartes. Moi, je l'ai vu jouer, c'est vrai que ça tournait beaucoup, hein. Voilà, toujours des super tests, voilà, bon. Moi, ça m'attire pas plus que ça. Voilà, pour être très honnête, je préfère les super chercheurs que les super tests de compétences, ou sinon en truand, je trouve que c'est un peu plus équilibré. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, notre survivant. Alors, Silas Marsh, qu'on connaît beaucoup dans d'autres jeux, moi les contrées de l'horreur notamment, les contrées de l'horreur, ouais c'est ça, ouais. En jeu de plateau. Donc lui, on voit un marin fougueux. Donc ces caractéristiques sont relativement, sont très tranchées. 2 en volonté, 2 en investigation, 4 en force et 4 en agilité. Donc c'est un peu étrange, parce que souvent la force et l'agilité sont un peu antagoniques. La force c'est pour taper, l'agilité pour éviter les combats. Bon, voilà. Alors sa capacité spéciale c'est quoi? Alors après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétences que vous effectuez, renvoyez dans votre main une carte compétence que vous attribuez à ce test. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire un test et attribuer une carte sur ce test de compétence, eh bien, on peut reprendre cette carte. Voilà, donc c'est assez puissant. Les courage inattendu, toutes les cartes vraiment qui donnent du boost, vous allez pouvoir les utiliser de manière très intéressante. Donc là encore, ça recoupe, je trouve, un petit peu Amanda Sharp. Donc la volonté de super test. Après voilà, il a l'air plutôt dédié combat. On va voir un peu c'est quoi sa biclasse, mais on s'intéresse d'abord à son signe des anciens, plus 0, donc un peu triste. Vous avez le droit d'attribuer à ce test de compétence une compétence de votre pile de défausse. Ça c'est balèze parce qu'on joue avec la pile de défausse. À la fin de ce test, renvoyez cette compétence
dans votre main au lieu de la défausser. Donc on récupère une carte de la défausse et en plus on va l'utiliser pendant ce test. Donc voilà, pareil, c'est assez intéressant à utiliser, parce qu'on récupère, donc signe des anciens qui est rare, mais qui arrive 1 ou 2 fois par partie normalement, qui va permettre de récupérer peut-être des cartes compétences assez avantageuses, donc c'est assez intéressant. Sur son physique, sa santé mentale, bah là c'est très partagé, avec une grosse force physique à 9, mais par contre un 5 de santé mentale, donc avec une faible volonté, moi je dis attention danger, quoi. Voilà, attention danger, donc voilà, compliqué. Alors avec quoi il est biclassé? Survivant forcément, neutre 0,5 forcément, compétence kiné, voilà, un peu le sistership d'Amanda Sharp, très dédié donc sur des compétences, voilà, donc à noter qu'il aura 2 armes, même si je vous les présente pas, donc deux cartes signature en plus au lieu d'une, voilà. Voilà, bon bah voilà, 2 personnages très dédiés compétences, un personnage Dexter un peu classique et une triche classique aussi. Et là, enfin, une gardienne qui est atypique. Voilà, donc c'est la nonne. Donc elle a déjà des caractéristiques un peu atypiques pour un gardien. Donc là, on la retrouve avec un 4 de volonté, donc c'est beaucoup pour un gardien. 2 d'enquête, c'est pas beaucoup, mais ça arrive. 3 de force, c'est un petit peu faible, sûrement l'une des plus faibles chez les gardiens. Et un 3 d'agilité. Donc voilà, pour un gardien orienté a priori combat, bah là on voit tout de suite qu'il y a un petit quelque chose. Lors de la mise en place, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Donc je viendrai plus tard sur les pions bénis, mais donc c'est des jetons bonus qui vont être posés dès la mise en place. Donc j'imagine qu'on les place directement à chaque début de scénario, donc c'est pas mal. Quand le round se termine, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. C'est pas mal ce truc-là, surtout en multi, quoique même en solo c'est bien aussi, mais ouais. Pas mal, je vous expliquerai plus tard le jeton béni. Alors, si des anciens +1, en cas de réussite, rajoutez un pion béni à la réserve de chaos. Donc, un investigateur qui va rajouter beaucoup de pions bénis dans le chaos bag, donc intéressant. Par contre, sur sa force physique 5 et 9 en santé mentale, donc une force physique, une capacité à encaisser des dégâts qui est très faible, notamment pour un gardien. Alors peut-être trouver des cartes de soins, va peut-être falloir, et une grosse santé mentale, donc à voir. Alors cet investigateur atypique, en quoi il est biclassé? Alors gardien 0 à 5 et neutre 0 à 5. Et là où c'est un peu plus étonnant, c'est mystique 0,2. Donc là, on va pouvoir utiliser ses capacités de volonté pour, limite pour le combat, mais de niveau de 0 à 2, c'est peut-être limité. Voilà, donc peut-être, voilà, pour le combat, on sent qu'il va y avoir des limites, même si avec les cartes de combat qui sont illimitées, on aura peut-être des gros boosts. Hein. Un coup de lance-flamme, on monte à 5-6 facilement. Il y a des armes pour monter à 5-6 relativement facilement, donc va falloir trouver des grosses armes. Et sa volonté, si elle est un petit peu aidée, ça peut donner des sorts intéressants. Donc ça sera pas un super sorcier ni un super gardien. Donc finalement c'est plutôt un gardien de soutien, un gardien qui va aider le Chaos Bag et qui va un peu aider l'équipe. Voilà. Donc voilà, peut-être en solo compliqué à jouer, mais en tant que partenaire, on est plutôt intéressé à le voir jouer. Voilà, donc pas mal de personnages un petit peu pas atypiques, mais il y en a toujours. Donc Sœur Marie atypique, hein, donc plus 2 autres orientés vraiment carte de compétences et super test. Voilà pour les investigateurs qu'on retrouve dans la boîte. Alors là encore, hein, toujours sur la partie, pour moi que je considère sans spoil, hein, c'est je dirais les nouveautés qui sont introduites par la conspiration d'Innsmouth. Alors déjà, je vous remontre tout ça. Ça, c'est une planche supplémentaire qu'on va avoir avec les fameux jetons bénis qu'on parlait dans Sœur Marie et les jetons maudits. Il y a un pendant que je vais vous expliquer. Et enfin, des jetons inondation. Donc des nouveaux mécanismes. Et donc, ils vous sont tout de suite présentés, ces nouveaux mécanismes, notamment, je dirais, avec en premier lieu les clés. Donc les clés, on avait peut-être des systèmes qui y ressemblaient, mais là, on rentre de plein pied là-dedans. Alors, je me souviens plus du cercle brisé s'il y avait le système de clés, mais tant pis. Donc, en quoi ça consiste, les clés, pour ceux qui connaissent? Eh bien, ce sont 7 jetons que vous voyez là, de couleurs différentes, et qui sont face cachée, face visible.
Et donc, alors, comment dire? Elles vont être dans, alors est-ce que c'est du spoil ou pas, mais voilà, le principe des clés, ça va correspondre à des objets, et donc il va falloir prendre le contrôle par moment de ces clés-là. Pour prendre le contrôle de ces clés-là, eh bien il faut que sur le lieu il n'y ait plus d'indices, et si jamais quelque chose vous retire la clé, eh bien il va falloir alors voilà, si l'ennemi est vaincu, si un ennemi contenant des clés est vaincu, eh bien ça va tomber là-dessus. Voilà. Donc je rentre pas trop dans les spoils, mais voilà, on peut aussi se refiler les clés entre investigateurs avec avec le coût d'une action. Pour une action, eh bien vous récupérez, je dirais, la clé. Donc voilà, des effets potentiels. Donc voilà, il y a cette clé. Donc cette clé vont correspondre non pas forcément à des clés, mais souvent à des objets mystiques que vous allez récupérer ou pas récupérer, et qui vont permettre de mettre des objectifs dans certains lieux, etc. Donc c'est une nouvelle mécanique. Je vous dirai dans la partie spoil ce que j'en pense, mais voilà, ça a le mérite de, voilà, chaque campagne apporte son lot de mécaniques. Autre mécanique apportée, c'est le pion inondation. Donc ça, c'est les jetons que vous allez trouver là. Donc ce qui est un petit peu correspond effectivement à, je dirais, la mécanique Innsmouth. On se doute que comme ça va être très marin, qu'il va y avoir des profonds, il va y avoir des mécaniques d'inondation. Alors, qu'est-ce qui nous est présenté? C'est que désormais, dans la campagne, il va y avoir 3 états sur les lieux. Pas inondé, partiellement inondé. Donc partiellement inondé, c'est sur cette face-là, ou complètement inondé. Et donc, dès le premier scénario, vous allez voir que quand c'est inondé, c'est difficile de respirer, et donc ça va créer une tension pendant la campagne avec des mécaniques de jeu pour justement que, lorsque la marée monte, échapper à effectivement ces eaux qui vont vous noyer sinon. Donc voilà. Donc ce qui est rigolo, c'est que ce mécanisme va permettre partiellement inondé et complètement inondé, est-ce qu'il y a une petite temporalité, et donc il va falloir, on va être en plus des pions fatalité, donc pris par une marée qui monte, et donc voilà, on peut se dire qu'il va y avoir des effets de jeu assez intéressants. Voilà. Et ensuite les pions bénis maudits, donc on a vu avec un petit peu avec Sœur Marie. Alors c'est un mécanique très très simple. Quand vous révélez un pion béni, vous avez un +2. Quand vous révélez un pion maudit, vous avez un -2. Et vous devez révéler un autre pion chaos. Et donc vous imaginez bien que si vous tirez deux pions maudits d'affilée, vous avez -4. Et que le prochain pion chaos, même si c'est pas un pion maudit ou béni, il risque de vous faire échouer à votre test. Donc on en voit un petit peu de cette mécanique, mais de manière différente avec les pions gelés dans les confins de la Terre. Là, vous avez pion béni, pion maudit, en sachant qu'il peut y avoir un maximum de 10 pions bénis ou maudits dans le Chaos Bag. Donc, voilà, c'est relativement simple comme mécanique. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les jetons que j'ai créés, enfin les cabochons comme on dit. Voilà. Je vous les montre parce que je les ai faites à la suite. Donc, si vous voulez savoir comment faire des cabochons, voilà, des jetons comme ça. N'hésitez pas à voir la vidéo où il y a normalement des informations sur aussi comment les acheter, etc. C'est pas moi je suis pas parrain, c'est juste pour ceux qui auront un petit peu marre des jetons carton. Vous voyez là, j'ai pas trop de traces de rouille en plus, parce que souvent ça peut arriver. Là, il y en a une ici. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, et vous pouvez compléter votre Chaos Bag comme ça avec ces jetons. Voilà. Sinon, c'est des jetons carton, ou sinon c'est du vinyle sur Etsy. Donc voilà. Donc ce sont les principaux mécanismes. Alors il parle des jetons scellés. Alors on en revoit dans pas mal de campagnes, mais effectivement, si vous ne connaissiez pas, donc scellés, parfois il y a des cartes ou qui ont des effets qui veut dire scellés. Et donc vous prenez une carte un jeton du Chaos Bag et vous le mettez sur la carte. Voilà. Scellé, on le retrouve dans pas mal de campagnes, donc je vais pas m'étendre plus loin. Donc principalement les pions jetons bénis maudits et inondation et les clés. Voilà, 3 mécanismes nouveaux qui vont être introduits par la campagne. Voilà, donc sinon, basiquement, vous allez avoir 2 scénarios, effectivement 2 scénarios dans la boîte de luxe.
et un scénario dans chacune des boîtes mythes, en sachant qu'évidemment pour l'instant le format n'est que enfin c'est le format uniquement à l'heure où je fais cette vidéo, l'ancien format, c'est-à-dire boîte de luxe et 6 cartes mythes pour avoir l'ensemble de la collection. Donc un format un petit peu hybride, pour ne pas dire bâtard, dans le sens où finalement ça vous obligeait vraiment pour jouer à avoir à acheter l'ensemble. Alors soit mois par mois, soit comme maintenant, si vous voulez ne pas vous retrouver le bec dans l'eau, si jamais il vous manque un pack mythe et avoir votre campagne altérée, ou en fait quelque part pas la possibilité de faire la campagne, donc voilà, vous êtes obligé d'acheter tout en intégralité d'un coup. Donc c'est un investissement plus d'une centaine d'euros, donc c'est un petit peu plus délicat. Voilà, ensuite je vais aborder la partie spoil. La partie spoil, donc, où je vais, parler un peu plus des scénarios, c'est-à-dire vous donner un petit peu mon ressenti sur la campagne et après l'avoir faite. Alors juste avant ça, je vais peut-être vous dire quand même hors spoil, alors peut-être pas ce que j'ai pensé de la campagne, mais sur l'atmosphère un peu de la campagne, hein. Donc elle est effectivement liée sur la nouvelle la conspiration d'Innsmouth, tout simplement, qui fait un peu plus oui, les pages ça dépend du format, mais voilà, donc vraiment là on voit tout de suite qu'on va être amené à je dirais à côtoyer des profonds, qui dit profond dit Dagon. Alors c'est pas vraiment un spoil dans le sens où vous avez un set de rencontres qui s'appelle Dagon et Agent d'Hydra. Donc tout de suite on est un peu mis dans l'ambiance. Et ensuite vous allez avoir marée montant, des brouillards d'Innsmouth, donc vous allez avoir pas mal de configurations assez maritimes et avec des monstres qu'on appelle les profonds, qui sont plutôt hommes-poissons. Voilà. Donc tout ça, on le retrouve. Là encore, alors là, on commence à rentrer dans le léger spoil, mais tout de suite, faut savoir que cette campagne, ce qu'elle présente, c'est que vous réveillez dès le début. Donc c'est une campagne où vous n'allez pas avoir de manière un peu atypique toutes les informations de la campagne que vous pouvez avoir classiquement. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous réveillez et vous avez très peu d'informations. Donc là, pareil, je vais peut-être vous lire un petit peu le début du scénario 1 et vous allez tout de suite un peu comprendre. Vos yeux s'ouvrent avec la langueur de celui qui a dormi durant des jours entiers. Vous retrouvez lentement l'usage de vos sens, vous clignez les yeux, cherchant désespérément à percer l'obscurité qui vous entoure. Une douleur sourde et palpitante se fait sentir dans chaque centimètre de votre corps, votre peau est froide et humide et vos vêtements sont trempés. Des pensées à demi articulées et des souvenirs emmêlés emplissent votre esprit, vous n'avez aucune idée de la manière dont vous êtes arrivé ici. Voilà, vous recouvrez soudain vos esprits, votre cœur battant la chamade dans votre poitrine. Voilà, je vous lis juste ce début-là pour vous présenter le fait que, effectivement, dans la partie non spoil, vous avez vous n'avez pas connaissance de pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous devez faire. Donc le premier scénario, c'est l'intrigue 1A, ça s'appelle le réveil justement. Donc c'est en lien avec ce que je vous ai lu. Et vous débattez dans des espèces de lieux avec des eaux montantes. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous devez faire. Donc c'est un format de campagne qui est atypique et vous allez avoir peu d'informations. Voilà, ça c'était pour la partie non spoil. Et là maintenant je vais peut-être rentrer un petit peu dans les non spoil et dans les spoils pardon, et je vais décrire effectivement un petit peu voilà ce qui arrive sur la campagne et notamment les premiers scénarios. Voilà, attention, je vais commencer à spoiler. Voilà, top spoil. Donc voilà, vous vous réveillez et donc dans cette partie de campagne. Donc elle est atypique parce que vous allez avoir des flashbacks. Donc vous allez avoir, c'est un peu le cœur du jeu. Et donc vous allez avoir 3 scénarios qui vont se dérouler dans le passé contre 5 qui vont se dérouler dans le présent. Donc je reviendrai là-dessus sur les qualités, les défauts de cette campagne plutôt vers la fin. Mais ça fait une construction qui est très très atypique. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler des scénarios. Et notamment de ce que j'ai trouvé sur ces 8 scénarios. Alors je vais pas être forcément trop long parce que voilà, après un scénario, j'en ai fait que 3 fois, j'en ai pas fait une dizaine de fois, ça dépend
un petit peu de combien vous êtes de joueurs, quel personnage vous utilisez, comment le deck de rencontre arrive, comment votre main de départ est articulée, donc tous ces éléments de variabilité qui font que. Mais voilà. Alors sur le premier scénario, il est très sympa parce que finalement, vous savez pas pourquoi vous êtes là. Vous avez le mécanisme d'inondation qui commence à surgir. Donc là c'est un peu délicat parce que souvent Arkham crée des nouveaux mécanismes et le premier run, comme on dit, la première fois où vous faites la campagne, vous êtes un peu paumé en termes de mécanique. Donc faut être très vigilant et même avec l'expérience, on peut rater des trucs. Donc c'est vrai que ce mécanisme d'inondation, faut bien le lire, le relire et bien lire les installations. Donc sur la partie 1, ça va encore. Ce qui est atypique, c'est qu'effectivement, on lit une histoire, on comprend qu'on s'échappe d'un endroit où on a été enfermé et que, il faut s'échapper avant que la marée monte et il va falloir vraiment speeder sous peine d'être noyé, donc de prendre 5 points de dégâts directs, donc ce qui est assez violent et qui, pour la plupart, ne permettront pas de survivre plus d'une fois aux investigateurs. Donc on découvre ce qui est bien, c'est que ce petit mécanisme anxiogène est plutôt sympa. Après, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario est assez important. Il y a pas mal de choses à récupérer, en tout cas de modification, de retrouver des flashbacks, parce que ces flashbacks vont quand même vous aider pour la suite de la campagne. Voilà, je spoil pas plus, mais voilà. Ensuite, le scénario 2 vous emmène, lui, à la recherche d'Helena Harper. Donc là, par contre, on arrive dans un scénario d'enquête. Alors, il est plutôt original, puisque de toute façon, vous allez devoir découvrir un lieu et un criminel. Donc, il y a un petit côté Cluedo qui est très sympa. C'est pas si facile que ça. À 2, on s'en est sorti. Je crois qu'en solo, j'ai dû y arriver aussi par chance une fois. Et la deuxième fois, j'y suis arrivé partiellement. Donc voilà, donc un côté Cluedo, un scénario un petit peu atypique où on se lance sur la recherche d'Helena Harper. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que par contre l'histoire commence, vu que c'est une partie un peu flashback, l'histoire commence à être assez nébuleuse. Voilà. Si on joue pas tous les jours, même si on joue tous les jours, la première fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, premier scénario flashback, voilà. Scénario 3, donc là, on arrive dans, que je me dise pas de bêtises, voilà, on arrive à mouiller jusqu'au cou, donc le scénario mythe que vous voyez ici. Donc ça affiche la couleur, on est dans Innsmouth et on va tenter de s'échapper de la ville. Donc il y a vraiment, je dirais, quelque chose d'assez sympa dans la construction. Atypique, donc un placement des lieux qui est vraiment très atypique et une espèce de jeu de loi, mais c'est un peu méchant de dire jeu de loi, mais vraiment un scénario assez original qui est assez appréciable. Le défaut qu'on voit tout de suite, c'est que la carte est fixe, donc c'est vrai qu'à rejouer ça va être un peu plus embêtant, et tout de suite quand je l'ai fait, je me suis dit vivement le renouveau, mais là on risque pas de le trouver avant un bon moment si jamais il arrive. Mais voilà, un scénario assez original, presque de course-poursuite d'ailleurs, où il va falloir atteindre la gare ferroviaire très rapidement, en sachant qu'on passe du littoral et on peut choisir plus ou moins son chemin. Alors voilà, c'est assez marrant à faire, en sachant que plus on est gourmand, plus on va s'attarder, et plus on rush, plus on a des chances de rater un certain nombre de choses. Donc voilà, c'était je trouve la construction, bien qu'un peu longue, assez sympathique. Donc puisque vous allez poser une carte des lieux tout de suite sur la map, et il va falloir trouver un chemin le plus raisonnable possible, tout comme je le disais, en essayant de trouver un maximum de choses intéressantes comme les clés ou des flashbacks qu'on peut essayer de faire. Donc voilà, je sais plus s'il y a des clés d'ailleurs, mais je sais qu'il y a des flashbacks et qui peuvent être intéressants. Ensuite, après mouiller jusqu'au cou, on arrive au Récif du Diable. Alors Récif du Diable, un scénario assez intéressant parce que déjà vous avez l'apparition d'un premier véhicule. Donc c'est un nouveau système qui est assez intéressant, bon, qui est pas fondamental, mais voilà. Donc c'est des mécaniques par contre à appréhender, à lire et à relire, parce que c'est comme toujours dans Arkham, faut bien lire les temporalisations, comment jouer.
Ouais, même sur le véhicule, je pense qu'on peut se planter, hein. Même sur le bateau, on peut oublier que c'est seulement une fois par tour qu'on monte ou qu'on descend. Comment on gère les monstres une fois on est sur un véhicule. Donc voilà, des petites règles quand même à bien gérer. Et puis l'introduction un petit peu inopinée d'un nouveau petit mécanisme qu'on va retrouver pour 2 scénarios, mais qui est assez intéressant. Donc le récit du diable, un scénario plutôt intéressant, même s'il est un petit peu aléatoire, hein, vu que vous avez des lieux qui sont répartis, au bonheur la chance, qu'il va falloir trouver les clés, et qui est aussi important pour la suite de la campagne. Et donc, un scénario plutôt marrant, pas forcément si difficile que ça, encore que il peut le devenir si vous êtes dans des mauvaises circonstances, avec l'apparition d'un monstre en plein dans l'océan. Donc là, ça peut être compliqué, alors qu'il peut aussi apparaître alors que vous êtes au fin fond d'une grotte, ce qui est plutôt confortable. Mais voilà, s'il apparaît à un mauvais moment quand vous êtes dans l'océan, ça peut être compliqué. Il y a des effets de cartes aussi qui peuvent vous compliquer pas mal la vie. Maintenant, voilà, il est relativement facilement gérable. Voilà. Ensuite, scénario 5. Donc, on va faire... Alors, horreur à toute vitesse. Alors, c'est un scénario assez sympathique là aussi, hein. Vous voyez, je trouve qu'il y a pas mal de bons scénarios, malgré si vous avez vu le classement. Et là, voilà, ça va être une course-poursuite. L'image l'indique bien, hein, en plus. En véhicule, donc vous montez dans un des véhicules et vous êtes poursuivi par des motards, des monstres, etc. Et vous foncez à toute vitesse dans le noir vers des lieux inconnus. Donc, on retrouve un petit peu les sensations du train de Dunwich. Donc c'est assez agréable, même si les mécaniques sont quand même assez différentes. Mais voilà, il y a une sensation de carte qui se déroule devant vous et derrière vous, ça s'arrête, même s'il y a un peu moins de tension, mais vous allez avoir rapidement 2-3 poursuivants assez dangereux et une petite appréhension sur ce qui se passe devant vous. Alors après sur les mécaniques, voilà, je dis ça avec toute la réserve que j'ai sur 3 scénarios. Voilà, je trouve le véhicule je trouve le scénario en fait un petit peu tricky, c'est-à-dire un petit peu piégeux. On a vite fait de rater un petit truc des règles, un petit point. Je dis ça parce que le véhicule, faut bien l'observer. Là, pour le coup, autant le bateau, c'était facile à comprendre, autant la mécanique de la voiture, faut bien la lire et la relire pour pas faire d'erreur, de pas faire d'oubli. Il y a pas mal de temporalités. Une temporalité à la fin de la phase d'investigation, une temporalité à la fin du round. Et voilà, c'est vite fait de s'en mêler les pinceaux, ça nous est arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et ça m'est même arrivé quand j'ai refait en solo, j'ai oublié un truc, je sais plus quoi, mais voilà. Et puis en plus il y a la petite construction du deck. Voilà, je trouve le scénario assez délicat à jouer en termes mécaniques. Maintenant, une fois que c'est assimilé, c'est très sympa. Après, pareil, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment déjouer les détours ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on est obligé de se les prendre, c'est un peu bizarre. Donc si j'ai pas bien compris ça, c'est possible, hein, mais voilà, si on tombe sur un détour au mauvais moment, au mauvais endroit, ça peut être très délicat parce qu'on a quand même pas mal de poursuivants, donc faut peut-être anticiper, mais voilà, bon. Je trouve que ce scénario peut vite mal tourner si on n'a pas trop de chance avec les cartes et c'est un peu embêtant. Voilà. Mais voilà, ça reste fondamentalement un scénario que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir la première fois, même si je vous dis on s'est un peu planté peut-être sur certaines règles, donc c'est ça qui frustre un petit peu, mais voilà, maintenant que je le refais, je pense que la 4e fois devrait être la bonne. Voilà, donc horreur à toute vitesse, un scénario assez sympathique de course-poursuite. Je pense qu'en plus alors je me souviens plus dans ceux qui sont en feedback, donc je crois que c'était le récit du diable qui revient dans le passé. Voilà, bon. J'expliquerai à la fin l'histoire de Flashback aussi, ce que j'en pense. Enfin, autre scénario, je dirais scénario numéro 5, c'est ça, voilà, parce que là on est au 5, voilà. Une lueur dans le brouillard. Alors, une lueur dans le brouillard, ce scénario, voilà, c'est le scénario 6. Donc, c'est un scénario où on est, voilà, la lueur dans le brouillard, c'est la lueur d'un phare. Alors, pareil, il y a pas des mécanismes, mais un côté en 2 temps qui est assez intéressant avec le phénomène de la cachette, qui est vraiment pas mal, hein, mais ça reste un scénario pour moi qui est assez difficile pour l'instant, même en standard. Voilà, ça. Alors on l'a réussi de justesse à 2.
Sur la partie solo, j'ai utilisé, alors le premier solo, je peux vous le confesser, j'ai utilisé Roland Banks, donc là, ça a été le dernier scénario qui l'a achevé, hein. Les traumas, trop de traumas. Avec Wendy, pareil, je l'ai échoué, hein, donc voilà. Scénario assez difficile, qui peut vite aussi mal tourner avec certaines combinaisons de cartes qui rendent la conclusion de ce scénario très difficile, ou un début qui peut être très violent. Notamment parce qu'il y a des cartes où vous pouvez attirer tous les profonds vers vous, et à un moment, s'il y a un boss plus un autre profond qui arrive et qui vous font 3 points de dégâts, 3 points d'horreur, c'est compliqué la suite du scénario, donc ce qui m'est arrivé avec Wendy. Donc voilà, scénario assez difficile, mais assez intéressant, même si je trouve qu'il y a une mécanique un peu lourde pour vider les lieux de l'eau. Donc c'est un truc qu'on va revoir en plus à la fin, mais bon, voilà, pas forcément très. Enfin, j'aime bien le début du scénario, le milieu, et puis je trouve la conclusion un peu poussive finalement. Voilà. Ensuite, scénario 7. Scénario 7, c'est la tanière de Dagon. Ouais, la tanière de Dagon. Donc là, on va s'approcher du grand méchant, Dagon, et donc on va explorer le lieu où il s'y trouve. Donc c'est un gros scénario qui va être assez long. Pareil, hein, divisé en 2 parties, avec une partie où on explore un peu le phare et une partie où on va explorer les tunnels aquatiques. Voilà, donc plutôt un bon scénario, pas si difficile que ça, sympathique d'avoir deux phases de jeu, donc un bon scénario qui nous rapproche de la conclusion. Donc en plus, je pense que, alors je sais plus, il y a un moment dans le jeu où on gagne énormément d'XP, je crois que c'est après le récif du diable. Je sais plus, ah bah non, c'était même avant. Donc on commence déjà à ce moment-là à avoir pas mal d'XP, non, c'est après le scénario 3, hein. Ouais, je crois que c'est le récif du diable, effectivement. Ouais, donc je reviens sur le récif du diable, effectivement, c'était ce scénario-là où on peut éventuellement gagner beaucoup d'XP, et vaut mieux les gagner parce que ça va servir. Si on rate ce scénario, ça va être compliqué. Donc désolé pour le flashback, mais c'est un peu cette thématique avec la campagne. Donc voilà, Tanière de Dagon, un scénario qui posait pas tellement de difficultés, qui se déroule, et voilà. Enfin, l'ultime scénario. Alors l'ultime scénario, c'est là où on va enfin affronter Dagon. Alors on n'affronte jamais vraiment les grands anciens, hein. On déjoue, on les déjoue plus exactement. Justement, on va on va être confronté à Dagon et Madame Hydra, enfin Hydra tout court, hein, parce que Madame Hydra c'est dans Marvel, et un scénario assez consistant, hein, de toute façon un peu long, mais pas plus compliqué que ça. Alors à ma grande surprise, il n'y a pas eu de possibilité de combat assez violent, dans le sens où oui, il peut y avoir du combat entre guillemets, hein, contre les grands anciens, mais il y a quand même, dans les 2 fois, il n'y a pas eu besoin, hein. Ils ont continué de dormir tranquillement. Il y en a peut-être une qui s'est réveillée sur la fin, mais voilà, ça a bien. Vous avez la possibilité de passer scénario sans forcément les réveiller. Alors il y a un petit twist, hein, donc pareil, hein, je vous le spoil, mais si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà fait le scénario. Enfin, on va voir. Il y a un petit twist dans le sens où vous avez la possibilité de poursuivre le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, vous avez plutôt a priori gagné la campagne, mais on vous dit sous certaines conditions, vous pouvez poursuivre cette campagne. Et donc là, c'est intéressant, et on en revient un petit peu à la fin, à la conclusion, dans le sens où je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette campagne. Et parce que effectivement, poursuivre sur ce twist, c'est un peu conditionné au fait que vous avez eu des flashbacks, un certain nombre de choses qui vous permettent de voir un peu le plot, hein, l'intrigue de la campagne de manière plus ou moins approfondie. Donc ma conclusion quand même sur cette campagne, une conclusion un petit peu globale, hein, sur ce que j'ai aimé, pas aimé.
Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est de faire une campagne qui est inspirée d'une nouvelle de Lovecraft. Alors, je l'ai pas lu entièrement, j'ai lu quelques pages seulement, le début plus exactement, et je suis pas arrivé à m'y remettre, il aurait fallu. Mais voilà, c'est quand même sympa de savoir que cette nouvelle-là, vous l'avez en campagne. Donc, enfin voilà, moi c'est pour ça que j'ai bien aimé, notamment les Devoirs de rêve, que j'adore. Hein, c'est une campagne que j'adore. Mais là, on retrouve effectivement quelques personnages comme Joe Sergent. Je crois que c'est le conducteur de bus, le fait que Innsmouth est très isolé. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Dans l'absolu, on introduit pas mal de mécaniques. Alors là, pour le coup, donc là, c'est vraiment les qualités défauts, mais alors avec plus ou moins de bonheur, dans le sens où c'est bien d'avoir amené des mécaniques de clés, des mécaniques d'inondation qui sont très thématiques, le béni maudit, mais il y a pas mal de mais. Alors le mais principal, c'est déjà les clés. Enfin, les clés, voilà, c'est un mécanique qu'on connaissait déjà. Alors le problème, c'est que c'est vrai que c'est un petit peu abstrait quoi pour le coup, mais voilà. Après, en plus, c'est des objets parfois un peu différents, donc il n'y a pas moyen de sortir en imprimante 3D des objets, etc. Je trouve que ça aurait été plus sympathique. Enfin, vraiment, si on a la possibilité d'avoir une imprimante 3D et de sortir les objets, ça va être très sympa pour l'immersion. Enfin bon, là, c'est un petit peu gadget. Pardon, c'est un petit peu gadget. Mais voilà, le mécanisme des clés, je suis pas. Enfin, c'est bien pour développer certains aspects de quête, de poursuite, etc. Mais ouais. C'est pas mal, sans plus. Voilà. Enfin, là, je vais être un peu plus sur le mécanisme d'inondation. Donc là aussi, c'est un peu le cœur du jeu de cette campagne. Est-ce que c'est si anxiogène que ça? Pas forcément. Voilà, je trouve que oui, c'est embêtant. Oui, ça fait un peu de stress. Maintenant, c'est un petit peu chaotique dans le sens où c'est souvent une carte qui va faire que ça monte. Si vous gérez pas bien vos déplacements, vous pouvez vous faire piéger, vous prendre 5 points de dégâts. Donc voilà, je pense que c'est plus un problème de pas de chance si vous vous faites noyer. Donc moi, ça m'est jamais arrivé finalement, aucun de nous deux ou en solo, ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, je trouve ça pas mal, mais sans plus là encore. Mais voilà, c'est un peu le cœur du jeu, mais j'ai trouvé que les règles de péril dans Carcosa étaient plus intéressantes, enfin des cartes cachées étaient plus intéressantes. Voilà, voilà, c'est pas mal, ça crée de la nouveauté, mais sans plus. Là où je serais encore plus réservé, c'est sur le béni maudit. Alors là, pour le coup, alors j'ai peut-être pas aussi assez joué, mais avec le matériel qui est donné par cette campagne-là, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de faire du béni maudit. En plus, alors si vous prenez pas Sœur Marie, si vous prenez des investigateurs lambda et qui ne jouent pas en plus avec le peu de cartes de la campagne qui introduit des jetons béni maudits, je crois que ça arrive pas avant le scénario 6 ou 7, l'irruption de marqueurs béni maudit quoi. Donc vous pouvez faire la campagne vraiment en traversant béni maudit. Alors oui, il y aura quand même quelques jetons béni maudit de fait qui vont s'introduire dans la campagne, mais ça sera en toute fin de campagne. Voilà, je trouve tout ça pour ça. Je crois que c'est dans la campagne des clés écarlates où le béni maudit va être beaucoup plus renforcé. Donc il aura fallu attendre 2 campagnes ou peut-être même sur la campagne 9, Fist of Alm, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Voilà, je trouve qu'en l'état actuel, même si j'ai peut-être pas assez exploré l'ensemble, c'était entrevu quelque part avec Père Mathéo, parce que Père Mathéo, vous pouviez récupérer des cartes bénies, et vous n'aviez pas le droit, je crois pour Rex aussi, à certaines cartes. Voilà. Là, c'est sûr que pour le Père Mathéo, là, il va trouver des cartes bénies. Là. Enfin, j'ai envie de dire, enfin des cartes bénies qui ne soient pas au compte-gouttes par campagne. Donc pour lui, c'est bien. Déjà, ce supplément est intéressant. Maintenant, Sœur Marie, ça me paraît un petit peu juste, mais a priori, ça devrait être jouable en ayant une collection un petit peu développée pour avoir des jetons bénis, voilà. Et puis même, je pense que Silas Marsh, d'ailleurs, en plus, quand je vois Iné et entraîner, là aussi, ça sous-entend d'avoir une collection complète, en sachant que c'est souvent des cartes. Alors, je sais pas si elles sont arrivées au compte-gouttes, ou peut-être que certaines sont arrivées massivement sur une campagne, je me souviens plus exactement, mais voilà. Voilà, des investigateurs sympathiques sans plus, rien de fracassant, en tout cas.
Le préféré pour moi serait Trish et Dexter. Voilà, c'est deux vraiment qui m'intéressent. Les trois autres, je serais plus réservé. Voilà. Donc en termes d'investigateurs aussi, voilà. Alors c'est pour ça que si vous avez vu le classement, bah, vous vous doutez bien que j'ai pas placé cette campagne très haut dans mes dans mon échelle de campagne parmi toutes celles que j'ai faites. N'en demeure pas moins, et j'insiste là-dessus, hein, que c'est une bonne campagne. Hein. Toutes les campagnes Arkham que j'ai jouées, je les ai trouvées bien. Enfin voilà. Après, il y a des très très bien et des juste bien. Voilà. Et celle-ci, pour moi encore, fait partie du bien, des campagnes qui sont juste bien. Par contre, là encore, un dernier point aussi sur les qualités défauts de cette campagne, bah, c'est sur les flashbacks. Alors ça, les flashbacks. Sur la première campagne, j'ai rien compris à l'histoire. Je savais pas à quel moment on se situait. En plus, ça m'a un peu perturbé pour savoir quand est-ce que je devais mettre Helena Harper ou pas dans mon deck, ou enfin dans le deck des investigateurs ou Dawson. Donc voilà, il y a une petite confusion, je trouve, sur les flashbacks qui est un petit peu embêtant. Et après, là encore, enfin c'est un peu ça le problème de cette campagne, c'est dès qu'il y a quelque chose de mauvais ou pas, bah il y a l'autre côté. Les flashbacks, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. C'est quelque chose de plutôt original qui a été introduit pour essayer de vous intéresser à la campagne avec une narration qui est cette fois-ci n'est pas basée sur des choix, mais basée sur plutôt des informations qui vous reviennent. Moi, je préfère quand c'est basé sur des choix, des directions, etc. Maintenant, le fait que ça soit des flashbacks, ça entraîne le fait que bah, quand vous allez refaire cette campagne, vous allez la deuxième fois, bah, vous allez peut-être comprendre enfin la campagne, parce que la première fois, j'avoue que j'ai pas du tout compris un peu tout le sens. Même si à la fin, quand on a été loin dans la conclusion, bah, on a compris vraiment ce qui se tramait un peu plus. Maintenant, l'inconvénient donc de ces flashbacks, c'est que c'est un peu brumeux, plus littéralement. Cette campagne est difficile à comprendre. Par contre, quand vous refaites la campagne, bah, au fur et à mesure, vous allez, et c'est dans les notes du concepteur, hein, être amené à peut-être découvrir des nouveaux flashbacks que vous ne connaissiez pas sur la campagne, et peut-être aussi à sortir d'un chemin un peu trop rapide, un peu trop linéaire, pour essayer de vous forcer à récupérer telle clé qui va vous permettre peut-être de récupérer tel flashback et changer un petit peu le cours de la partie. J'avoue qu'en 3 parties, bah, il y a plein de choses que j'ai pas encore explorées. Est-ce que j'ai envie de les explorer? Pas forcément, parce que voilà, là, j'en ai un peu ma dose de cette campagne, donc je vais faire sûrement d'autres campagnes. Mais voilà, le côté flashback, au début, pas terrible, ça crée vraiment pas mal de confusion, et dans un second temps, bah, c'est vrai que sur la rejouabilité, ça donne un petit plus. Maintenant, est-ce que je préfère pas plutôt les choix narratifs qu'on peut avoir sur la civilisation oubliée, sur Carcosa, voilà, voilà, je suis assez partagé, et bon, force est de constater que je trouve que l'alchimie, la globalité prend mieux sur les campagnes du début que sur celle-là. Voilà, donc plus exigeant certainement par rapport à une campagne qui arrive tardivement en fait, qui est la 6e campagne. Donc peut-être qu'on est beaucoup plus exigeant, et donc voilà. Ces nouveautés, bah, elles sont bien. La campagne est réussie, mais voilà, on a moins en moins de l'effet waouh qu'on a pu avoir sur Dunwich, tout simplement, Carcosa, Civilisation oubliée, que j'ai eu moi à titre personnel. Je sais que cette campagne est décriée sur les Dévoreurs de rêves. Donc voilà, j'ai eu moins de waouh, même si quelques scénarios m'ont vraiment intéressé. Alors pareil, Horreur à toute vitesse, mais quel défaut d'être un peu complexe la première fois à jouer. Et puis finalement, je trouve que la conclusion de cette campagne, alors pareil, sur des thèmes narratifs, est relativement forte, parce qu'il y a pas mal de petits twists et des twists dans le twist, mais je trouve la campagne un peu trop facile, un peu trop linéaire. Finalement, il n'y a pas tant, à mon sens, de combat que ça, mais c'est peut-être faux, parce que ça dépend du deck rencontre, mais voilà, j'ai trouvé pas très fight. Un petit peu, voilà, elle manque de climax, de retournement de situation, je pense, de surprise. Alors souvent, en plus, dans Arkham, c'est quand même un peu téléphoné, hein, les twists, hein, mais pas toujours, hein. Je trouve il y a des petits trucs qui sont assez marrants. Voilà. Donc, bah voilà, pour vous donner le mot de la fin, une bonne campagne. Des investigateurs intéressants globalement qui sont amenés dans le jeu, un lieu et des endroits qui sont intéressants, mais clairement pas ma campagne favorite.
Mais voilà, ça s'intègre très bien dans une collection. Est-ce que je le conseillerais sur des débutants? Je ne sais pas, parce que si, pourquoi pas, parce qu'elle est pas si complexe que ça en termes. Alors il y a certaines installations un peu longues, mais au moins voilà, c'est une campagne qui est relativement simple à prendre en main, enfin qu'on peut prendre en main après voilà, avec un petit peu d'expérience. En tout cas, vous aurez le plaisir d'explorer le flashback, même si bon, ça crée de la confusion comme je le disais. Voilà. Bah écoutez, merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous donner peut-être un petit teaser. Puis si vous avez suivi cette vidéo, je suis actuellement en train d'imprimer Au cœur des ténèbres. Alors je crois que c'est la FanMade numéro 4. Voilà, donc j'essaye de constituer lentement. Alors vous savez que moi je n'achète pas les paquets pour des raisons économiques, tout ça. J'essaye de les faire moi-même. Et donc voilà, j'en suis ici. Je tente, mais c'est très très long. C'est très 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 long à faire. Ça prend plusieurs heures. Donc c'est vrai qu'économiquement parlant, c'est peut-être plus intéressant de les acheter. Effectivement, donc ça se discute vraiment. Hein. Mais voilà, Au cœur des ténèbres, je vais essayer de faire peut-être la campagne de mon côté, peut-être même une vidéo si j'ai un petit peu le temps. Donc voilà, un petit teaser pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et enfin, le mot de la fin avec abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. N'oubliez pas d'utiliser les liens si vous les utilisez pour faire vos achats de jeux. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour échanger sur la campagne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne journée. Oui, bonjour, à nouveau Feel the Game. J'allais oublier une dernière partie que je voulais faire sur cette vidéo. Donc voilà, un nouveau rebondissement que je collerai un petit peu sauvagement à la vidéo que j'ai faite. Juste pour vous parler, et ça intéressera à ceux que ça intéresse, de la campagne que j'ai faite avec Wendy Adams, je l'avais annoncé en début de vidéo. Donc juste pour vous parler de son comportement. Alors son comportement, c'est un petit peu excessif, mais voilà. Wendy Adams, comme j'avais fait une vidéo sur elle, donc un personnage pas forcément très apprécié ou très utilisé, en tout cas moi je la jouais pas beaucoup et elle m'intéressait pas plus que ça. Mais bon voilà, je l'ai testé en solo sur cette campagne. Et force est de constater que elle a quand même bien tenu la route. Elle a réussi la campagne. Donc bon, j'avais peut-être un peu une connaissance du scénario qui a beaucoup aidé, mais elle a vraiment raté que le scénario 6, donc un trauma. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et encore, elle aurait pu éviter le trauma à une action près. Mais je pensais qu'elle risquait d'être un petit peu faible, notamment à cause de son 1 de combat. Et de toute façon, vous avez pu le voir, il y a quand même des difficultés qui se posent avec Wendy Adams en solo. C'est lorsqu'il y a 2 ou 3 monstres, là ça devient un peu la panique. Donc ça devient compliqué à trouver des systèmes. Alors force est de constater que dans cette campagne, il n'y a pas eu trop de problèmes, je dirais, d'agglutinement de monstres. Alors j'ai peut-être eu de la chance aussi, mais j'ai réussi souvent à gérer les monstres. Alors bien souvent en esquive, mais aussi grâce, je dirais, à ces cartes, y compris des cartes de combat. Je vais vous présenter rapidement comment je l'ai buildé à la fin. Donc cette carte-là, Vol à la tire. Alors ça a un peu bougé, voilà. Vol à la tire. Alors une très bonne carte que je jouais pas assez, qui venait de Carcosa. Et déjà, elle a l'avantage d'être rapide. Et moi j'avais déjà pris Vol à la tire en début de paquet. Donc là, je l'avais mis qu'un, mais là, je l'ai mis, j'ai transformé avec 2 XP en version améliorée. Et force est de constater que déjà le fait qu'elle soit rapide, ça fait gagner une action. Ensuite, il y a quand même des moments où il faut échapper. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à échapper plutôt pas mal, vous allez amortir la carte. Alors, pour amortir la carte, il faut l'utiliser au moins 1 ou 2 fois. Et comme j'ai fait d'autres combinaisons, que vous allez voir tout de suite, notamment avec Flambeur. Flambeur qui vraiment que j'ai tiré en dernier scénario et qui m'a beaucoup facilité la vie, qui m'a permis presque de rouler sur le scénario, mais voilà, j'ai pu jouer Flambeur notamment. Alors je trouve que c'est une carte finalement assez essentielle. J'en avais mis qu'une dans mon paquet, mais je la trouve très puissante. J'ai eu la chance de la tirer en début de partie en plus.
Et alors en début de partie, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas forcément les 3 ressources, donc il vous faut un peu de temps pour mettre en place. Mais si vous arrivez à avoir les 3 ressources de manière plus ou moins récurrente, eh bien ça va vous faciliter la vie. D'autant que si vous avez vol à la tire, si vous devez échapper, que vous réussissez à un gros test, vous gagnez une ressource et une carte. Et ça se combine parfaitement à Wendy Adams. Parce que Wendy Adams, lorsqu'elle a beaucoup de cartes, elle peut refaire ses tests ratés. Et donc, ça vous assure de réussir, enfin, ça vous assure pas forcément, mais ça vous donne beaucoup de chance de réussir le flambeur, donc de garder vos ressources, donc de garder, d'avoir un super test sur vol à la tire, et donc de gagner cartes et ressources, et donc d'être dans une mécanique plutôt vertueuse. Alors idéalement, si vous avez le loup solitaire, alors le solitaire, je l'ai introduit très rapidement, hein, mais dès le 2e scénario, je crois, ou peut-être le 3e, je sais plus. Voilà, loup solitaire, une carte très importante du jeu qui se combine pour avoir beaucoup de ressources et effectivement, quand on a beaucoup de ressources, on est beaucoup plus à l'aise. Pour tout, hein. Mais voilà, donc Wendy Adams, le flambeur, ça a bien marché. Vol à la tire augmenté, ça a très très bien marché. En plus, elle a deux dex, hein, donc ça peut être utile. Mais voilà, moi j'ai vraiment posé et c'est un soutien très intéressant. Outils de crochetage, donc ça, dès que vous avez de l'XP, hein, faut les prendre. Moi, j'ai joué le premier scénario, je crois, avec la lanterne. C'était vraiment pas terrible. J'ai vraiment galéré, hein. Si vous n'avez pas outils de crochetage, vraiment, Wendy Adams, c'est très compliqué. Son 3 d'intelligence est vraiment très très juste. Sur cette campagne, il y a quand même pas mal de 3 et 4. Donc, outils de crochetage absolument indispensable. Moi, j'en achète 2 dès que je peux pour vraiment avoir la possibilité de justement... alors après, maintenant, je fais du test à 7 hein, de base, en sachant qu'on va rapidement augmenter sa dex pour des raisons que vous allez voir. Frapper au filet, j'en mets 2 parce que c'est une carte qui est monstrueuse. Je l'avais présentée, je crois, sur la Wendy Adams, mais... ouais, je crois, je sais plus, mais en tout cas voilà une carte monstrueuse qui est peut-être pas que je vois pas assez jouer, mais voilà. Par contre, elle sert à rien en début de partie, donc dès que je la pioche, je la défausse. Mais vous gagnez jusqu'à la fin du round plus X en force et plus X en agilité, X étant le nombre d'horreurs sur vous. Donc on a facilement 3 ou 4 horreurs sur Wendy Adams, a fortiori avec son défaut, enfin sa faiblesse, donc de prendre 2 horreurs directes. Donc celle-là, quand vous êtes vraiment un peu face à des gros monstres ou vous avez besoin de faire une grosse série, je vous montrerai avec quoi ça se combine, notamment la hache d'incendie. Voilà, si vous avez plus de ressources, enfin si vous reste qu'une ou 2 ressources, vous cramez ça pour acquérir ça et vous faites 3 actions à coup de hache d'incendie. Et là, vous vous trouvez à 5 ou 6 de force pour faire 2 points de dégâts à chaque fois. Donc là, c'est le gros boost combo pour Wendy pour taper très fort. Alors, il y a peut-être d'autres combos, hein, mais c'est une combo relativement simple avec des cartes de jeu de Dunwich et de Carcosa, donc qui sont relativement faciles qu'on peut avoir rapidement. Hein. Donc ça, les outils de crochetage, moi je l'ai sur Carcosa, mais elle est rentrée dans le jeu de base, hein, dans la nouvelle version. Voilà, donc attaque par derrière, bon ça c'est une carte qui a été compliqué à utiliser parce qu'elle coûte cher, mais voilà, hein, c'est sa seule option pour faire une grosse attaque à 3 points de dégâts, donc à un moment c'est indispensable. Les chanceux, c'est autant include, hein, c'est tellement, ça simplifie tellement la vie. Quand vous ratez un test, alors c'est vrai que c'est moins pertinent avec Wendy parce que elle peut défausser une carte pour retester. Mais des fois, ça vous permet d'avoir une réussite factuelle. Parce que quand vous faites un test à 0 ou à -1 et que vous échouez de 1 ou 2, c'est pas forcément utile de retenter le test. Donc chanceux permet de colmater ça, quoi. Puis au pire, vous l'utilisez pour la défausser. Dans ce cas-là, vous retentez un coup. Si c'est un gros test, plutôt que vous utilisez le chanceux. Bon, voilà. Chanceux pour moi, c'est toujours indispensable. Kuba, une carte qui m'a jamais absolument pas servi pendant la partie. Elle me semblait bien sur le papier pour faire un point de dégâts et s'échapper, mais ça m'a absolument pas servi. Précieux souvenir m'a très peu servi aussi. Instinct de survie, finalement, j'ai pas eu de gros regroupement de monstres, donc je pensais que ça m'aurait servi, mais pas du tout, pas servi. Alors ça a été ma faiblesse pendant la partie. Je vous dirais bien que c'est relativement pénalisant. J'ai beaucoup appréhendé de la choper. Cette carte fait partie de la civilisation oubliée en faiblesse. Donc vous la connaissez peut-être pas forcément, mais en gros, quand vous la piochez, vous perdez toutes les cartes que vous avez dans les mains.
Donc c'est assez violent, surtout pour Wendy. J'appréhendais beaucoup qu'elle perde ses outils de crochetage et sa hache d'incendie. Ça mettait un peu à plat toute sa mécanique. Et donc finalement, ça s'est plutôt bien passé parce que je l'ai jamais tiré. C'est un vrai miracle, hein, mais j'ai jamais tiré cette carte. Dans 8 parties, jamais tiré cette carte. C'est incroyable. Donc bah voilà, enfin je sais pas ce qui s'est passé, elle était bien dans le paquet. Mais voilà, en plus elle vous fait un dégât direct, donc si vous voulez vous libérer votre main, mais une carte très très pénible, mais qui n'est jamais tombée. Frapper au filet, je l'ai mis 2 fois, je vous l'ai montré. Peter Sylvestre, vous le connaissez tous, ça c'est la version améliorée. J'essaie dès le jeu de base d'en mettre 2 parce que Peter Sylvestre c'est quand même dans sa version de base, et je crois qu'en fait je l'ai laissé une fois sur sa version de base. Voilà, c'est quand même plus ça en Dex, et la Dex c'est assez vital pour Wendy parce qu'elle va faire beaucoup d'esquives. En plus, il va absorber évidemment, ça c'est très connu, le point d'horreur chaque tour, donc ça c'est utile. Même si finalement je me suis pris quand même beaucoup de dégâts et moins d'horreur, je trouve, mais bon. Voilà, et en plus, j'ai envie de dire, la Dex, ça sert aussi avec les outils de crochetage. Mine de rien, ce petit point en plus, ça peut donner une meilleure survivabilité, une meilleure durée de vie à vos outils de crochetage, hein. Donc là, c'est la version améliorée, mais franchement, la version améliorée, elle change pas grand-chose. Enfin, elle change pas grand-chose. Si, normalement, elle vous donne plus 1 en volonté et plus de marge avec les horreurs, mais j'ai pas pris tant de dégâts d'horreur que ça, et j'ai pas eu tant de tests de volonté difficiles à faire, donc voilà. Le sac à dos. Alors, le sac à dos, je l'ai mis en toute fin de jeu. Pourquoi le sac à dos? Le sac à dos, je me suis aperçu qu'il fallait le mettre, au moins sur le dernier scénario, parce que si je ne short pas mes outils de crochetage, si je suis vraiment dans une grosse difficulté pour trouver les indices, hein. Donc, je l'ai prise vraiment pour tenter de retrouver mes outils de crochetage. Dans une moindre mesure, peut-être la hache d'incendie, qui est l'une des rares armes dont je disposais, mais voilà, le sac à dos, ces outils de crochetage, j'ai eu de la chance d'avoir souvent mes outils de crochetage assez rapidement, mais si les 2 cartes étaient au fond du paquet, je pense qu'il y a beaucoup de scénarios que j'aurais échoué, hein. Donc là, attaque par derrière, je la mets parce qu'il faut du combat quand même. Manteau en cuir, oui, ça a un petit peu servi, mais pas follement. Outils de crochetage en 2 exemplaires parce qu'une carte indispensable. Les 2 loups solitaires, pareil, hein, c'est des cartes indispensables dès le début du jeu, qui ne coûtent pas d'XP, donc, mais pour avoir un supplément de comment dire, de ressources, parce que les ressources ça sert tout le temps. En plus, vous voyez, un Peter Sylvestre ça coûte quand même 3, les outils de crochetage ça coûte 3, donc rapidement, même la carte de combat ça coûte 2 ou 3, donc si vous n'avez pas votre loup solitaire rapidement aussi, ça complexifie énormément votre partie. Si vous l'avez rapidement, ça simplifie beaucoup la partie. Le vieux fusil de chasse, je l'ai acheté parce que je voulais renforcer le combat. Finalement je l'ai jamais joué, je me suis débrouillé très bien avec la hache d'incendie. Et puis le problème c'est que ça vide les 2 mains, notamment avec les outils de crochetage, donc j'ai jamais trouvé de tempo pour le jouer. Pourtant je pensais que ça pouvait me permettre de monter à 4 de force et de faire 3 dégâts, donc peut-être me débarrasser de bêtes à 2 ou 3 de force de combat, ou peut-être en l'aidant un petit peu à 4 et faire des gros dégâts, mais non, ça m'a pas servi, d'autant que finalement avec la possibilité d'annuler un échec automatique, cette carte est quand même pas mal amélioré, mais bon, même pas, quoi. Je l'ai jamais utilisé à jouer. Miss Doyle, alors ça dira pas grand monde à quelque chose, je la vois rarement jouer. Je l'ai pris dès horreur à toute vitesse, et c'était très bien. Parce que alors moi j'ai rapidement fait l'acquisition d'un charisme, hein, mais je le fais systématiquement, je joue dès que j'ai beaucoup d'XP, je prends charisme pour avoir 2 alliés. Donc Miss Doyle, je l'ai joué finalement qu'une fois. J'ai pu la poser qu'une seule fois parce que je l'ai pas eu souvent en main. Et elle est rentrée à horreur à toute vitesse et elle m'a fait un miracle. C'est grâce à elle que j'ai gagné ce scénario-là, puisque je suis tombé rapidement sur Augure qui donne une enquête à 5 de base. Donc vraiment qui m'a vraiment beaucoup servi et qui m'a permis, en plus des outils de crochetage, de faire Augure. Donc là, je récupérais 1 ou 2 indices. Donc ça, c'était vraiment super. Donc peut-être Miss Doyle, je vais essayer de la rejouer davantage, alors en trouvant peut-être des combinaisons qui vont bien. Mais voilà, l'idée de prendre Miss Doyle, c'est déjà 1, 2, 2, ça peut faire un bon amortissement. Mais c'était peut-être plus sur du combat, ou surtout de l'enquête, c'était vraiment pour ça. Mais éventuellement sur du combat, si tu dois faire un point de dégâts, volonté 5, force 5, ça peut être pas mal.
ou éventuellement peut-être pas une esquive automatique. Donc mais espoir, voilà, c'était pas vraiment une carte que je souhaitais avoir, mais c'était vraiment augure à 5 et ça a très très bien marché. Voilà, donc après chanceux, vous connaissez. Monte en l'air, je l'ai jamais posé, même si sur le papier ça me semble pas mal. Mais bon, la carte elle est assez connue. L'idée c'était de gagner un peu de dex, de se désengager des monstres en cas de trop nombreux regroupements, mais non, il n'y a pas eu le cas. Surprise, vous le connaissez. Persévérance, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui n'a pas servi de la partie. Voilà. Donc elle annule 4 points de dégâts ou d'horreur. Hein. Éviter de justesse, pareil, je pensais que la carte allait être utile, mais en fait pas trop, notamment parce que justement il y a une alliée qui donne si vous la jouez la possibilité de faire une action sans attaque d'opportunité, mais non, ça n'a pas servi. L'étui à cigarette, ça a un peu servi en début de partie, de campagne, mais finalement j'ai pas eu trop de problèmes, notamment avec vol à la tire amélioré pour piocher des cartes, et j'ai eu plusieurs fois des problèmes de trop de cartes. Voilà. Regardez ce que j'ai trouvé, même si en solo ça sert beaucoup moins. Je me suis dit peut-être ça pourrait servir s'il y a 2 regroupements, mais non. J'ai jamais réussi à la placer autrement que pour la défausser, pour retenter un test ou pour les 2 d'intelligence en plus. Attaque par surprise, donc carte de combat pour améliorer. L'amulette de Wendy, alors je l'ai peut-être joué une fois et c'est relativement puissant, mais il y a une problématique de ressources parce qu'elle coûte quand même 2. Et après, il faut rejouer les événements. Donc, ça coûte cher. Alors après, vous me dites, c'est vrai que pouvoir refaire des chanceux, c'est bien. Mais là, il y a une problématique de ressources pour vraiment utiliser l'amulette de Wendy comme il faut. À un moment, ça passe pas, quoi. Voilà. Et la hache d'incendie, vraiment, qui a été une arme très redoutable, notamment quand j'ai pu sortir le combo hache d'incendie, comment dire, loup solitaire, voilà. Donc là, ça marchait du tonnerre, donc pour faire des gros combats. Voilà pour ce petit addenda que je voulais rajouter, alors qui a duré plus de 15 minutes, donc j'espère que vous me pardonnerez. Alors ça intéressera ceux que ça peut intéresser, mais voilà. Ah oui, j'oubliais aussi une carte que j'ai jouée, notamment parce qu'elle a été remutée ou je sais plus quoi, elle a été remise dans la version d'août 2023. Il n'y a plus de supplément pour l'acheter. J'ai acheté ça en me disant que c'était mieux que coup dur ou quelque chose comme ça, et ça m'a absolument pas servi parce que la hache finalement c'est ce qui me servait pour les combats, donc c'était plus intéressant de jouer la hache. Et pour les esquives, si une fois ou deux ça m'a servi, mais bon, 3 XP, ça a pas tellement servi, mais bon, ça va peut-être rassurer par moment. Alors avec loup solitaire, forcément, on risque de se retrouver avec beaucoup de ressources, donc c'est rassurant de l'avoir. Maintenant, la hache d'incendie permet de liquider quand même beaucoup de ressources. J'ai pas eu tant de tests de force à faire, ça a été plus des tests de dex, donc des fois j'ai utilisé effectivement 1 ou 2 points pour m'assurer un test, et en sachant que quand on assure un test à 3 ou 4, voire enfin même à 3 quoi, c'est vrai que la force de Wendy Adams, c'est pouvoir de retenter un test plutôt bien assuré et de le réussir a priori, quoi. Voilà. On a rarement 2 fois la malchance, même si ça arrive, donc voilà. Voilà pour le mot de la fin, voilà, de cette vidéo spéciale Wendy Adams. Donc voilà, vidéo plutôt dédiée parce que c'est vrai que vous l'avez vu s'affronter sur 1 ou 2 scénarios de campagne, donc voilà, avec un bonheur pas très heureux, quoi, même si le premier scénario était bien réussi, le deuxième a été assez catastrophique, donc voilà. Un personnage, une fois bien construit, avec de l'XP, qui peut vraiment tirer son épingle du jeu en solo. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.